Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Bruno Retailleau, sénateur de Vendée et président du groupe Les Républicains au Sénat. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Patrick Roger. On va parler évidemment de la réforme des retraites. Alors on dit qu'on fait du surplace là, depuis en cette fin de semaine. Et puis il y a la poursuite des grèves bien sûr parallèlement. Et puis des doutes ensuite sur la majorité et ce qui va devenir en fait de ce texte. La gauche au Sénat, Bruno Retailleau dénonce en fait de votre part une manipulation. Alors, écoutez, vous, qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Tous ceux qui suivent le débat savent de quoi il s'agit. D'abord, j'observe quand même que le Sénat a voté l'article 7. La gauche a tout fait pour nous bloquer. L'article 7 ? L'article 7, c'est le fameux article qui est le cœur de la réforme, qui repousse l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Nous l'avons voté. Première chose. Ensuite, la gauche, depuis le départ, il n'y a pratiquement qu'eux qui s'expriment et ils ont industrialisé l'obstruction. Comment ils ont fait? Ils produisent en permanence des sous-amendements qu'ils accrochent à des amendements qui viennent de moi, par exemple, qui viennent de n'importe qui. Et ces sous-amendements, souvent, ne veulent rien dire. Je vais vous en donner un exemple. L'autre jour, le Parti Socialiste a accroché 90 sous-amendements. C'était sur la remise d'un rapport qui devait être remis, par exemple, le 1er septembre. Alors, parmi les 90 amendements, le premier s'est dit, non, il faudra le remettre le 2 septembre. Le deuxième, c'était le 2 septembre, le 3 septembre. Non, ce sont des manœuvres caractéristiques d'obstruction, et je veux rappeler que l'obstruction, c'est la maladie du parlementarisme. Ça consiste à faire en sorte qu'on embourbe les débats pour empêcher le vote. Mais la gauche dit vous passez en force, vous voulez passer en force. Mais on ne passe pas en force, on débat. Le job du Parlement, on n'est pas un groupe de parole. On n'est pas payé, on n'est pas élu simplement pour discuter. On est élu pour discuter, débattre, certes, mais pour voter. Choisir de ne pas voter, c'est choisir de ne pas peser. Et nous, on veut voir les articles au fond. Pourquoi? Parce qu'en nous bloquant, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils nous empêchent de parler correctement de l'usure professionnelle. Ils nous empêchent de parler, par exemple, des petites retraites. Par exemple, d'instituer une nouvelle assurance vieillesse pour les aidants. Il y a 4 millions de Français qui ont à charge un enfant handicapé ou un parent vieillissant. C'est ce qu'on appelle les aidants. C'est quand même important. Et la gauche voudrait qu'on n'en débatte pas. Bon, on avait dit à l'Assemblée nationale, certains avaient dit que il y avait des députés qui voulaient bordéliser l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez constaté la même chose, Bruno Retailleau, au Sénat? Certains veulent bordéliser. Parce que là, quand je vous entends, vous dites la gauche bloque tout. Ça n'a rien à voir avec l'Assemblée nationale, heureusement. Ah bon, ça a été plus feutré. C'est une obstruction, si j'ose dire, civilisée. Vous voyez, mais pourtant, les débats ont été tendus quand même, non? Oui, mais j'ai connu aussi des moments de tension. Non, je n'ai jamais connu, en une vingtaine d'années, une obstruction à ce niveau-là. Il y a une industrialisation, et très franchement, je le dis, il faut faire attention. Parce qu'on ouvre la porte à l'anti-parlementarisme. Quand les Français nous regardent, qu'ils voient des gens qui s'opposent des procédures, voient des gens qui discutent à l'infini, sans voter, sans débattre, ils risquent d'en conclure que le Parlement, les parlementaires, ça n'est pas utile et ça sert à rien. Faisons attention. Alors, parallèlement donc à ce recul de 2 ans que vous avez voté donc cette semaine, il y a d'autres questions comme l'usure, effectivement, professionnelle, la pénibilité. Est-ce que là vous réussissez la retraite progressive? Est-ce que là vous avancez? On a ralenti hier à cause de ce blocage de la gauche, mais on va avancer, et d'autant plus que c'est important parce que on a des propositions à faire, nous, LR au Sénat, et on tient à les faire, par exemple, pour mieux tenir compte de l'usure professionnelle. Par exemple, pour faire en sorte qu'on puisse prendre une retraite progressive plutôt. Quand les gens sont usés, ils veulent parfois rester un pied dans l'entreprise, mais débrayer lentement, d'abord pour, comment dirais-je, ne pas avoir une sorte de choc thermique entre une période de suractivité et une période d'inactivité. Et puis pour l'entreprise aussi, c'est intéressant de garder des gens qui sont expérimentés. Oui, et ça, ce sera possible à travers, en tout cas, ce que vous proposez, quoi. Cette retraite progressive, quoi. Ce qui est important, c'est que on puisse aller vraiment le plus
plus loin possible. Dans le texte, je souhaiterais même qu'on l'étudie en totalité. Mais dans le texte, si vous voulez, il y a 20 articles. Sur les 20 articles, il y en a 13 qui constituent l'armature de la réforme des retraites. Et à partir de l'article 14, ce sont des articles comptables qui n'ont, si j'ose dire, rien à voir, qui sont là parce que c'est une loi de financement de la sécurité sociale. Il y a des textes d'équilibre sur la branche maladie, famille, etc. Mais ça, c'est beaucoup moins important. Il faut absolument qu'on puisse voir l'ensemble de cette armature, c'est-à-dire jusqu'à l'article 13. Et nous sommes déjà à l'article 9. Alors, vous avez aussi fait adopter le CDI senior pour les 60 ans et plus. Alors, certains vous disent, oui, mais il n'y aura plus de cotisations qui rentreront avec puisque c'est une exonération de charges. Qu'est-ce que vous répondez en fait à cet argument? C'est vrai, ça. Je réponds par le bon sens. Le problème aujourd'hui en France, c'est que le chômage touche énormément les seniors à partir de 59 ou 60 ans. Le CDI senior, c'est quoi? C'est cette idée que l'entreprise pourra avoir une incitation à embaucher un senior. Et au contraire, c'est productif, si j'ose dire, pour l'État, pour remplir les caisses de l'État, parce que des gens qui sont au chômage, ils reçoivent des indemnités. Ils ne payent pas de cotisation du tout, du tout. Une fois qu'ils sont dans l'emploi, on les indemnise plus, ils ont un salaire, ils ont une dignité que confère l'emploi. Et en plus, ils remplissent, si j'ose dire, les caisses de l'État. Ils cotisent sur un certain nombre d'autres choses. Mais on les a exonérés d'un certain nombre de cotisations pour que ce soit intéressant pour l'entreprise. Oui. Aurélien Pradier, vous avez écrit également LR, bien sûr, comme vous, même s'il y a quelques divergences, pour ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans, pour qu'ils partent plutôt qu'ils ne cotisent pas pendant 44 ans. Qu'est-ce que vous lui avez répondu ? Pour l'instant, j'ai pas vu la lettre. Nous, on fait notre travail. Écoutez, on fait notre travail. Que un ou deux députés souhaitent devenir célèbres, c'est leur question. C'est, comment dirais-je, c'est leur problème. Oui. On avance, nous, avec nos propres convictions. Voilà. Oui. Et on a voulu insister au Sénat. On a voté hier, par exemple, la 4e borne pour les carrières longues de 20-21 ans. On l'a voté, on l'a voté. 20-21 ans, c'est ça. Pour ceux qui ont commencé entre 20 et 21 ans. Notre marqueur, depuis le départ, notre marqueur, ce sont les mères de famille. Les mères de famille qui ont travaillé dur, qui ont eu des enfants, qui ont consolidé le régime intergénérationnel, démographique, qui est le régime de retraite par répartition. Et la réforme se faisait sur leur dos. Sur leur dos. Paradoxe, puisque en repoussant de 2 années, on écrasait les trimestres de majoration qu'elles ont acquis, ces femmes, en ayant des enfants. Eh bien, c'est un amendement que mon groupe, nous avons poussé. Et figurez-vous qu'après avoir été critiqué par la gauche, il y a eu 0 vote contre. Donc, il y avait une mesure de justice. Et moi, j'en suis fier. C'était la première injustice à réparer. Et pas seulement une injustice, mais faire, dans ce régime de retraite par répartition, introduire des éléments de politique familiale. Puisque notre régime, c'est la démographie, c'est le renouvellement par rapport à ceux qui cotisent et à ceux qui sont pensionnés. Oui, on a beaucoup reproché à ce texte de ne pas se pencher suffisamment sur la pénibilité au travail. Bruno Retailleau, vous êtes député de Vendée, vous voyez bien ce qui se passe en Vendée. Sénateur. J'étais, mais sénateur. Non, mais je préfère être sénateur d'ailleurs. Sénateur de Vendée. Vous voyez, en fait, des personnes qui, après 60 ans, 62 ans, 63 ans, qui travaillent dans des secteurs difficiles, eux n'ont pas envie d'aller jusqu'à 64 ans. Qu'est-ce que vous leur répondez bien là sûr, et bien justement. Est-ce que la pénibilité doit être véritablement beaucoup plus prise en compte? Mais bien sûr, on a fait des propositions intéressantes pour faciliter justement des départs plus précoces. Voilà, on a fait des propositions pour intégrer par exemple des risques à l'exposition chimique qui n'étaient pas dans le texte. On a une batterie de propositions à faire parce que l'usure professionnelle, il faut en tenir compte. À quoi bon par exemple quand on est en incapacité aller jusqu'à 62 ans, c'est le texte du gouvernement. Nous on dit mais ne forcez pas quelqu'un qui est en incapacité, ça sert à rien de le maintenir au travail. Il va être en arrêt maladie. Autant le mettre à la retraite dès 60 ans. Donc voyez, on est humain, vraiment, et on essaie de faire une réforme qui est essentielle, parce que ce que ne vous dit pas la gauche, qui a pourtant voté la réforme Touraine, la réforme Touraine, c'est 43 annuités. Donc quand actuellement, on débarque sur le marché du travail à 22 ans, ça fait 65 ans. Simplement, on fera exploser. Si on ne fait rien, notre système de retraite explose, ce sera le chacun pour soi, et ce sera les plus modestes qui vont trinquer, les retraités qui perdront leur pouvoir d'achat, et les jeunes qui paieront 2 fois. Ils paieront pour nous, et paieront leur retraite pour eux-mêmes. Oui, Bruno Retailleau, avant les débats, vous aviez comme thème, si je puis dire, enfin, et en tout cas vous comme objectif plutôt, la fin des régimes spéciaux pour les futurs embauchés. Où en êtes-vous là aussi ?
Attendez, la ligne rouge Oui. que nous avons annoncée, il y a eu le CDI senior, mais la ligne rouge, c'est les femmes, les mères de famille. Oui. Bien. J'ai déposé un amendement, bien sûr, qu'on examinera dans les jours prochains, sur la fin plus rapide des régimes spéciaux. Ça n'est pas normal que la seule catégorie de Français qui ne soient pas concernés par cette réforme. Pourquoi ? Tout simplement parce que le gouvernement a eu peur de leur chantage au blocage de la France. Eh bien, ça n'est pas normal que eux non plus ne puissent pas faire un minimum d'efforts. Ouais. Et puis la fin de la clause du grand-père également. C'est cela. Alors, la clause du grand-père, c'est ce que le gouvernement propose. Le gouvernement propose que pour les nouveaux entrants, à la RATP par exemple, ou les gaziers, les électriciens, ceux qui rentrent, ils sont affiliés au régime général. Donc, eux n'auront pas ce régime spécial. En revanche, ceux qui sont déjà à l'intérieur, on fait rien. On fait rien, c'est-à-dire que comme on a peur qu'il bloque le pays, comme on a peur d'énerver Monsieur Martinez, surtout faut pas toucher. Et c'est une injustice. Pourquoi est-ce qu'une infirmière... Donc vous allez le proposer, quoi. Bien sûr, je l'ai proposé pour une convergence, convergence progressive qui n'est pas brutale, jusqu'en 2040, extinction définitive. La clause du grand-père, ça consiste à attendre 43 annuités, plus vous êtes en moyenne une vingtaine d'années en retraite. Donc vous voyez, ça sera la fin du siècle. Est-ce qu'avec cette proposition, vous ne compliquez pas la tâche du gouvernement face à la mobilisation aujourd'hui de la rue, et notamment dans la fonction publique ? Mais ça n'a rien à voir. Regardez, je me souviens très... Écoutez, je vais vous donner un exemple. J'étais sénateur et je me souviens très bien avoir siégé au moment de la retraite de la réforme de François Fillon. Le 12 octobre, vous voyez, le 12 octobre, il y avait 2010, il y avait 3 millions de personnes dans la rue. Donc, plus de 2 fois plus. J'avais pas déposé... C'est quasiment la même chose, on va pas faire une bataille de chiffres. Non, mais j'avais pas déposé mon amendement. De toute façon, ces bloqueurs, en fait, ces régimes spéciaux qui sont très protégés. Mais d'ailleurs, je veux pas globaliser, parce que c'est pas le cas de tous. Mais enfin, la CGT Énergie, qui a privé la France en électricité d'équivalent de 5 réacteurs. Vous vous rendez compte ? C'est des dizaines de millions d'euros. Et la France a dû importer en début de semaine autant qu'on importait dans les semaines froides. Bruno Retailleau, il nous reste 3 minutes. Est-ce que vous allez aller jusqu'au bout, donc au Sénat, puisque ça se termine dimanche soir, normalement minuit Écoutez, moi je souhaite qu'on aille au bout. Et je pense que c'est parfaitement possible. Qu'est-ce qui pourrait empêcher que vous alliez jusqu'au bout ? La gauche. Oui, de la gauche, oui. La gauche, depuis le départ, c'est une minorité au Sénat, et cette minorité veut, et c'est un comportement antidémocratique, veut bloquer la majorité. Une opposition a des droits qu'il faut respecter, et nous respectons ces droits. Le problème, c'est la prise en otage, précisément à travers de techniques d'obstruction d'une minorité sur la majorité. La démocratie ne peut pas fonctionner, le parlementarisme ne peut pas fonctionner si la minorité dit écoutez, nous c'est la rue qui doit commander au Sénat. Oui. C'est pas possible, ça. Ensuite, ça passera par une commission mixte parlementaire, quoi, bien sûr, paritaire. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une entente, ou est-ce que le gouvernement, Elisabeth Borne, devra utiliser le 49.3 ? Alors, sur la CMP, je pense qu'on peut aboutir à la condition que la majorité présidentielle se montre ouverte, notamment à nos propositions, celles que nous aurons votées au Sénat. Et ensuite... Si elle n'est pas ouverte, là, il y aura du blocage. Ah bah, la CMP ne pourra pas être conclusive. Moi, je souhaite qu'elle le soit, parce qu'il y a une urgence. Et vous savez, cette réforme, on la vote depuis plusieurs années au Sénat. C'est nous qui l'avons très largement inspirée dans l'armature, la grande architecture. Ensuite, il y a le problème de l'Assemblée nationale. Moi, je suis sénateur, je suis président d'un groupe et un groupe au Sénat, et ça n'est pas à moi de faire les comptes, c'est Madame Borne qui devra les faire. Elle va avoir, comment dirais-je, un choix qui sera un choix cornélien. C'est la roulette russe ou c'est la grosse Bertha. La roulette russe, c'est essayer de compter sur un peu plus que le hasard pour avoir une majorité. Voilà, ça c'est la roulette russe, parce qu'il y a une partie de Paris qui n'est pas pascalien, parce que quand on perd vraiment. Et sinon, la grosse Bertha, c'est le 49.3. Est-ce que vous avez l'impression que finalement l'avenir d'Emmanuel Macron est entre vos mains, vous les LR, Bruno Retailleau ? Non. À travers cette réforme des retraites. Non, mais justement, je sais que j'ai... Parce que c'est compliqué quand vous êtes dans une opposition, vous avez envie de vous opposer à tout. Mais moi, ma boussole
notre boussole au Sénat, dans notre opposition, qui est une opposition d'intérêt général, ça n'est pas ni le gouvernement ni Emmanuel Macron. C'est le bien des Français. Et nous pensons que si nous voulons vraiment sauver ce régime de retraite par répartition, qui est quand même assez unique et qui nous lie les uns aux autres, qui est un lien entre les différentes générations, nous on veut le sauver. On veut le sauver parce qu'on pense qu'il y a quelque part l'identité de notre pays et de notre société française. Je pense qu'il faut réformer. Pas parce qu'on veut du bien à Emmanuel Macron. Je préférerais qu'il ne soit pas président de la République. Je reste un opposant ferme. Pour reprendre une ancienne expression, vous êtes droit dans vos bottes, Bruno Retailleau, par rapport à ça. Vous savez, la droite s'est perdue. Certains disent non, y compris dans vos rangs. Vous savez, il y a des divergences, quoi. De quoi aurions-nous l'air si nous ne votions pas une réforme 64 ans, alors qu'il y a quelques mois encore, et depuis des années, on prône 65 ans. Je pense que ce qui a affaibli la droite, c'est quand la droite, précisément, a reculé, qu'elle a renoncé, quand la droite a fait des têtes à queue. Je pense que la vie politique, même quand il y a des mesures impopulaires, pour un homme politique, ça consiste à être fidèle à des convictions, et ça consiste à dire la vérité, même quand la vérité est difficile à entendre. Sinon, comme le disait le général de Gaulle, on est des politiciens. Mais les Français ne l'entendent pas quand même. Vous avez vu tous les sondages. Ils sont toujours opposés à cette réforme. Bien sûr, mais c'est parfaitement normal. Je me souviens parfaitement. Regardez. Ça ne va pas mettre la France de nouveau 2010. encore un peu plus en colère. Regardez 2010. Est-ce que la gauche qui conteste cette réforme aujourd'hui, est-ce que la gauche, elle l'a remise en cause? Est-ce que la gauche, avec François Hollande, l'a abrogée 2 ans après quand ils sont arrivés au pouvoir? Non. Ils l'ont même aggravé avec la réforme Touraine. Ils ont ajouté encore plus d'annuités. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte que si on veut sauver notre régime de retraite, il faut le faire. Encore une fois, en 2030, quand cette réforme va s'appliquer, on aura l'âge de départ le plus précoce de tous les pays d'Europe. Et on aura le régime des carrières longues le plus avantageux de tous les pays d'Europe. On a le choc du vieillissement. Ce choc du vieillissement, il y a 75 ans, c'était le baby-boom. Aujourd'hui, c'est le papy-boom. Qu'est-ce qu'on fait? On a multiplié par 4, par 5 ceux qui rentrent dans la période des retraites. Bon. Si on fait rien, j'accuse ceux qui veulent rien faire de vouloir conduire la France, les retraités, dans le mur. Bon, et au passage, vous allez réformer votre régime de retraite des sénateurs? Absolument. Absolument. Gérard Larcher a réuni un groupe de travail. Nous allons repousser de 2 années et nous allons faire un certain nombre de propositions pour l'adapter. Il n'y a pas de raison que notre régime, comme les régimes spéciaux, mais c'est un régime autonome pour nous, qui ne nécessite pas l'intervention de l'État parce qu'on cotise beaucoup. Beaucoup plus que par exemple les députés, on est à 20%, et je pense qu'on doit aussi ne pas nous exonérer d'un certain nombre de modifications de nos règles. C'est ce que nous ferons dans les prochaines semaines autour de Gérard Larcher. Merci Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, d'avoir été l'invité ce matin sur Sud Radio. Merci à vous.